Tu n'as plus d'argent de poche, mais tu veux faire du digital painting? Comment faire? N'y a-t-il pas des logiciels dignes de ce nom qui te permettraient d'en faire, et cela gratuitement, sans rien payer? Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Petite présentation rapide si tu ne me connais pas déjà, je suis Spartan, je suis illustrateur et concept artiste professionnel, donc ça fait pas loin de 10 ans que je pratique le digital painting, et comme 95% des professionnels, j'utilise Photoshop, qui est payant. Et que toi, t'as peut-être pas envie de payer si jamais tu débutes le digital painting. En matière de logiciels gratuits, lorsque j'ai débuté le digital painting il y a un paquet d'années, clairement c'était la dèche. Mais tu as de la chance car aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui sont apparus sur le marché, qui sont gratuits, qui ont fait un énorme bond en avant. Et clairement, aujourd'hui, tu peux débuter le digital painting sans débourser un seul euro pour ton programme. Tu n'es pas obligé d'acheter tout de suite une licence pour Photoshop ou pour un autre programme. Donc ça, c'est une super nouvelle pour toi. Et c'est pour ça que j'ai fouillé le web pour en trouver 9 en tout, que j'ai testé l'un après l'autre et je te fais un retour sur chacun d'entre eux dans cette vidéo. Je précise que ce n'est que mon humble avis. Si jamais tu n'es pas d'accord avec une chose que je dis dans cette vidéo, poste-le en commentaire. Ce sera sûrement enrichissant pour les autres d'avoir différents points de vue. Et de la même manière, j'ai essayé de faire une vidéo qui soit la plus concise possible pour pas passer 3 heures par logiciel en te présentant vraiment toutes les fonctionnalités, parce que sinon tu te serais fait chier. Donc j'ai tenté de citer les points qui me semblaient le plus essentiels, mais si pour toi j'ai oublié quelque chose, ou si jamais je dis une bêtise et que je me suis trompé sur un de ces programmes, là aussi n'hésite pas à commenter. Je te remercie. Alors, cette vidéo est assez longue, donc si tu es pressé, je te donne tout de suite la conclusion. Si là, tu n'as pas le temps de fouiller et que tu veux télécharger un seul logiciel gratuit pour tout faire, télécharge Krita. C'est le premier que je montre dans cette vidéo. Pour moi, c'est clairement le plus intuitif, le plus puissant, c'est un plaisir à utiliser, et il te permettra de faire tout et n'importe quoi, autant du concept art que l'illustration, de faire du photobashing, de pouvoir faire des réglages, etc. Donc, il est vraiment très bien, c'est mon choix numéro 1. Cela dit, le deuxième que je te conseille de télécharger et de tester, c'est Autodesk Sketchbook. Là, je t'avoue que ça a été une grosse surprise parce que même si celui-ci n'est pas ultra polyvalent, il ne te permet pas de faire justement des illustrations très poussées. Enfin, tu peux en faire, mais on va dire qu'il va lui manquer, selon moi, certains outils, certaines choses. Il est en revanche très très bien fait pour faire du line art, pour faire du dessin pur ou du croquis. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'il s'appelle Sketchbook, qui veut dire carnet de croquis. Il dispose d'outils qui vont te permettre de dessiner hyper rapidement, hyper facilement. Je te présente ça un peu plus tard, évidemment, en vidéo. En tout cas, il est hyper intéressant à découvrir. Et si jamais tu veux un peu un mix entre les deux, tu as Medibank Paint Pro qui a essayé de prendre un petit peu le meilleur des deux, même s'il a certaines limitations. Mais il peut être intéressant quand même. Et enfin, il faut que tu testes Alchemy, c'est un petit programme que je t'ai mis en bonus à la fin de la vidéo. Il n'a rien à voir avec tous les autres, il fait plutôt des trucs un peu bizarres, mais tu verras qu'il est super fun. En tout cas, voilà pour la petite intro et la version courte. Je te propose maintenant de passer à chacun de ces programmes. Alors c'est parti, il y en a 9 en tout, tu peux voir tous les onglets là-haut, je vais les télécharger et les installer l'un après l'autre. On va commencer par celui qui sera sûrement le plus intéressant, je l'avais déjà testé à l'époque et il est temps de le retester plus en profondeur, il s'agit de Krita. Ok, suivant, c'est SAI Paint Tool, là aussi un nom qui est assez connu, qui revient de temps en temps, donc testons ça. Alors GIMP. C'est un petit peu l'ombre de Photoshop depuis tellement d'années, c'est depuis toujours son équivalent gratuit. Mais pour avoir déjà testé GIMP il y a quelques années, je m'attends pas à quelque chose d'incroyable pour le digital painting. D'ailleurs sinon ça se saurait. Mais on va lui laisser une nouvelle chance et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors le suivant c'est Artweaver 7, qui apparemment est un programme payant, dont je n'ai d'ailleurs jamais entendu parler, mais qui, si on regarde, a une version gratuite. Alors, le suivant est Mischief, même si c'est pas très lisible. Pareil, j'en ai jamais entendu parler avant de faire des recherches. Mais il y a quand même une petite chose qui est assez marrante et très rassurante. C'est que l'auteur, dès la page d'accueil, a écrit qu'il a personnellement patché le programme pour être sûr qu'il n'y a aucun malware, qu'il n'y a aucun virus, mais qu'on est quand même encouragé à faire toujours un petit scan antivirus. Ce qui est vraiment très rassurant, bien sûr. Donc je vais prendre le risque de sacrifier mon ordinateur pour vous. Ensuite, on a Autodesk Sketchbook qui est surtout populaire sur les tablettes. Donc on va tester la version desktop ici, on va voir ce que ça vaut, sachant qu'il est passé gratuit. Ensuite, on a FreshPaint, pareil, un programme dont j'ai jamais entendu parler. D'ailleurs, on peut voir qu'il n'est pas hyper bien noté. D'ailleurs, c'est un produit qui a été fait par Microsoft. Donc très sincèrement, c'est vraiment pas rassurant. Ça me fait peur. Ensuite, on a Medibank Paint. Là encore, un programme gratuit, clairement orienté beaucoup plus manga, qui est aussi disponible sur ordinateur et sur tablette et même sur smartphone. Et pour la fin, je t'ai réservé un petit tour d'horizon de Alchemy ou Alchemy.
qui est un petit programme gratuit, mais ce n'est pas vraiment à proprement parler un programme qui permet vraiment de dessiner et de peindre comme on peut s'y attendre en Digital Painting. Il est un petit peu spécial, je te l'ai gardé pour la fin de cette vidéo. C'est plus une présentation que vraiment un test parce que je le connais déjà. Je l'ai déjà conseillé dans mes cours de la partie 3 du programme indispensable. C'est un petit programme qui est vraiment très marrant, je te montre ça en fin de vidéo. Alors, nous voici sur Krita, sûrement le logiciel gratuit le plus prometteur de la liste. Alors déjà, première impression, c'est que c'est relativement proche de Photoshop en termes d'interface. Et encore là, je l'ai un tout petit peu customisé pour retrouver par exemple ici ma vue d'ensemble, ou alors mon carré de couleurs ici, pour avoir le même modèle que sur Photoshop. Si jamais tu veux le changer pour le triangle, d'ailleurs tu peux très bien le faire ici, il suffit de cliquer, tu vois que tu peux retrouver différents modes de sélection de couleurs. Donc il y a vraiment beaucoup de réglages possibles dans Krita. D'ailleurs, la customisation est vraiment sympa, très intuitive. Tu vois qu'on peut vraiment changer très rapidement la taille des fenêtres. On peut les déplacer si on veut, on peut les sortir si on a envie. Par exemple, là, juste pour te montrer, je vais sortir ici mon sélecteur de couleurs et je vais me le garder ici dans un coin. Tu vois que si maintenant je voulais le mettre là-haut, je pourrais le faire. Donc bref, c'est des petites choses qui sont déjà en soi, je trouve, plutôt sympas côté interface et auxquelles je ne me serais pas attendu sur un logiciel gratuit. Ce qui va surtout nous importer ici, ce sont les performances du logiciel, ce sont les outils qui sont disponibles et leur comportement, et ça va être aussi les calques. Donc là, on a bel et bien un système de calque, on peut le voir juste ici. Donc là, tu vois que j'ai un premier calque qui a été rempli, je vais en créer un nouveau. Et là, tu peux voir si je prends l'outil déplacement ici, que je peux déplacer ce calque et je peux revenir sur celui d'en dessous, je peux en créer un nouveau juste en dessous, refaire un trait, etc. etc. Ces calques-là, on peut aussi changer leur mode, donc exactement comme dans Photoshop et plein d'autres logiciels, donc pour assombrir, éclaircir, mettre un petit mode incrustation ou autre. Je vais mettre ça par exemple au-dessus pour qu'on voit bien. Je vais prendre une couleur un peu plus claire. Voilà, par exemple cette espèce de jaune, et tu vois un petit peu le résultat. Donc rien qu'avec cette petite démo que je t'ai faite très rapidement, tu peux voir que l'outil brush fonctionne relativement bien, on a l'outil gomme également, ça c'est assez classique, ça marche bien, les raccourcis sont relativement efficaces, ce ne sont pas les mêmes que sur Photoshop, mais on s'y habitue très vite. On a donc un système de calque qui est complet, qui fonctionne, des modes de fusion, on a aussi des masques d'écrêtage qui fonctionnent, j'ai testé ça tout à l'heure, on a aussi moyen de verrouiller les calques, donc là tu vois que si je veux peindre dessus, il me dit que le calque est verrouillé. Donc là, hop, je peux l'enlever. Ici, je peux verrouiller les pixels transparents. Donc ça veut dire que je ne peux peindre qu'à l'intérieur de la forme des pixels qui sont sur mon calque. Donc je ne peux pas dépasser. On retrouvera aussi des outils tels que le lasso polygonal, ou d'ailleurs plein d'autres lassos, le lasso libre, le rectangle de sélection, l'outil ellipse, etc. Donc là, on peut faire des formes, par exemple avec le lasso. On peut ensuite les remplir. Voilà, donc là, tu vois qu'on a des outils qui sont assez familiers. Ensuite, pour changer la taille du brush, on peut passer soit par là-haut. Voilà, tu vois que là, mon brush est tout petit. Là, il est immense. On peut également passer par le raccourci Shift, donc la touche Maj du clavier. Donc tu vois qu'en faisant ça et en allant à gauche ou à droite, je modifie sa taille. On a l'opacité ici qui répond d'ailleurs très bien à la pression de mon stylet. Donc plus j'appuie fort, plus mon brush va réagir différemment. Ici, en l'occurrence, il devient plus opaque. Ensuite, ce qui va beaucoup nous intéresser, ce sont évidemment les brushes. Qu'est-ce qu'il y a de disponible? Alors, je vais déjà supprimer tous ces trucs très moches. Voilà, je vais faire un nouveau calque. Et là-dessus, je vais commencer à jouer un petit peu avec les brushes. Donc là, tu vois que de base, il y en a quand même déjà pas mal. Si on regarde ici, on peut même voir qu'ils sont classés en différentes catégories. Donc on a par exemple les gommes, les effets, l'encre, etc., etc. Je vais rapidement t'en montrer quelques-uns, pas tous évidemment, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Là, mon but, c'est pas du tout de te faire une présentation en profondeur, un tutoriel complet pour apprendre à se servir de Krita. C'est simplement de te montrer très rapidement ce qu'il a dans le ventre. Donc, je vais prendre par exemple un petit peu au hasard celui-ci, voilà, qui m'a l'air assez texturé. Donc, tu vois un petit peu son résultat. Je vais changer de couleur pour qu'on le voit un peu mieux, voilà. Je vais prendre celui-ci, pareil, qui est très texturé, celui-là je l'aime bien, j'avais déjà un petit peu joué avec. Ici on a quelque chose de beaucoup plus net. Je t'en montre encore d'autres, d'ailleurs celui-ci ressemble beaucoup à un des brushes que j'utilise sur Photoshop. Donc c'est assez drôle de le retrouver ici. On a ensuite des effets de marqueur. Voilà, tu vois que c'est très différent. Ça fonctionne en tout cas très bien. Le programme a d'ailleurs tout de suite reconnu ma tablette graphique, qui est de marque XP-Pen. Donc là aussi, pas de souci de compatibilité, il n'y a rien eu à faire, pas de manipulation particulière. Ok, bon, ça c'était pour te montrer qu'il y avait plein de brushes.
Si je ne me trompe pas maintenant et que je cherche un petit peu, il me semble même qu'il y a des brushes qui ont des effets un petit peu cool, comme par exemple celui-ci. Tu vois qu'il fonctionne un petit peu comme un mixer brush sur Photoshop. Donc je vais prendre une autre couleur pour te montrer un petit peu ça. Donc tu peux voir que là où je passe, la couleur va réagir avec ce qui est déjà présent. Tu vois que ça se mélange. Et plus j'appuie fort, plus je vais rajouter de orange. Mais si j'appuie pas fort, je vais simplement mélanger les couleurs qui sont déjà présentes. Donc ça, c'est quand même vraiment super puissant. Et en fait, pour te faire un petit état d'historique, là, je prends toujours Photoshop comme référence. Oui, c'est bon, il a les mêmes outils que Photoshop, etc., etc. Mais c'est en fait l'inverse que je devrais faire. Car il y a beaucoup d'outils dans Krita qui ont été présents avant Photoshop. C'est bien Photoshop qui a repompé des outils dans Krita et d'ailleurs dans d'autres logiciels aussi qui étaient déjà présents, comme par exemple la symétrie qu'on peut activer là-haut. Tu vois que si maintenant j'utilise ça, eh ben, je peux peindre de manière symétrique. Donc ça, c'est quelque chose qui était sur des logiciels bien avant que Photoshop décide enfin de se bouger le cul et de l'ajouter. Donc là, tu vois que je peux rajouter encore un autre repère ici pour la symétrie, pardon, et tu vois que ça le prend en compte. Hop, donc ça par exemple, ça fait partie des petites features, des petites fonctionnalités qui sont très très sympas et qui étaient justement en avance à l'époque lorsque les grands noms tels que Photoshop ne l'avaient pas encore. Qu'est-ce que je peux encore te montrer? Oui, je voulais te montrer encore d'autres brushes rapidement, alors je vais me refaire simplement ici quelques petites couleurs. Ça fera toujours un repère pour voir comment ça réagit. On va en tester un autre, sachant que je ne les connais pas tous. Je précise que je ne suis pas un grand utilisateur de Krita. Mais là, c'est pareil. Tu vois, on peut retrouver un petit peu ce même effet d'estompage. Là aussi, je pense, en fait, c'est toujours les mêmes réglages pour ces brushes-là. Je vais changer de couleur d'ailleurs, ce sera plus visible. Mais ce sont simplement des formes différentes. Mais le comportement est le même. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est que ces outils sont vraiment pré-réglés. Ce que j'entends par là, c'est que le mixer brush dans Photoshop est certes hyper puissant, parce qu'on peut régler très facilement et très précisément les quantités d'humidité du brush, le motif, etc. Par contre, c'est pas hyper instinctif. Là, on clique dessus, hop, c'est activé et on peut mélanger les couleurs autant qu'on veut. Donc là, ensuite, on a un autre brush. Comme tu peux le voir, il a un effet un peu aquarelle, comme si la peinture était mouillée. Donc là aussi, c'est très intéressant, avec plusieurs formes dispo. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer d'autre? Donc là, on a un brush qui est un petit peu dans le même genre, donc on va venir mouiller en quelque sorte la surface, les couleurs. Si je prends du vert par exemple, voilà, tu vois que ça va venir se mélanger avec. On peut obtenir des résultats là aussi très intéressants. Donc là par exemple, ce brush m'a l'air d'être en mode couleur. Ici, tu peux le voir. C'est sûrement pour ça qu'il me colore tout de vert. Oui, c'est bien ça. Tu vois que si je change de brush, le mode ici est revenu sur normal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Ok, celui-ci vient ajouter un effet de mosaïque dans tout ce que j'ai déjà peint sur le calque. C'est vraiment intéressant en tout cas, il y a vraiment plein de trucs, il y a vraiment de quoi jouer avec. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Du coup je suis curieux. Oh génial, j'adore cet effet, tu vois. Là c'est vraiment super puissant. En fait, je connaissais déjà un petit peu Krita avant, j'avais déjà testé Rapidos, mais je t'avoue un truc, plus je creuse les outils qui sont déjà dedans, plus j'ai vraiment envie de continuer à jouer avec. Je trouve que tous les outils, notamment de mélange des couleurs tels que celui-ci, sont vraiment, vraiment très appréciables. Et franchement très puissants. Donc là, ouais, je crois que la couleur choisie n'intervient d'ailleurs même pas. C'est vraiment juste du mélange. Donc tous ces brushes ici, dans cette catégorie-là, qui n'ont pas de couleur appliquée, servent simplement à modifier ce qui est déjà présent. Ok, qu'est-ce qu'on a? Il y en a un précisément que je cherche depuis avant. Je crois que c'est, voilà, c'est ceux-là. Donc là, tu vois qu'on a des outils qui vont te permettre de reproduire des trames. Voilà, donc imagine que tu fais de la bande dessinée, du comics, alors ce serait un petit peu moins dans un style manga, mais en tout cas tout ce qui est comics ou bande dessinée, tu vas pouvoir choisir ce brush-là, et tu vas pouvoir faire des effets de trame très rapidement. Donc ça c'est quand même vraiment super. Tu vois, ça fonctionne super bien, ça réagit en plus de ça en fonction de la pression du stylet, j'adore. Là, ici on a le même principe avec un autre motif. Ici, encore un autre motif. Donc évidemment, ce sont des choses qu'on peut retrouver dans Photoshop, mais là, voilà, c'est d'office disponible. Voilà, donc là, on a des brushes qui sont texturés assez classiques, qui permettent soit de faire de la texture rapidement, soit de faire des effets de taches ou d'autres. D'ailleurs, les brushes, on ne peut pas malheureusement installer des packs de brushes de Photoshop. Autrement dit, les fichiers .abr.
il faudra malheureusement les reproduire sur Krita. Voilà, j'en prends un petit dernier, histoire de... Donc là tu vois que ça me, ça me fait une espèce de motif de montagne, voilà, qu'on peut tamponner très rapidement. Bon, je sais pas si c'est vraiment très utile lorsqu'on sait vraiment peindre. Et enfin, toujours sur les brushes, et je vais m'arrêter là après, je te montre juste un brush par exemple que j'aime beaucoup. Tu vois, j'aime beaucoup son résultat, il peut être à la fois très précis, et dès qu'on va appuyer plus fort, il va commencer à être fortement texturé. Et il a un comportement qui est, je trouve, légèrement différent du moteur de Photoshop, au niveau de la gestion du stylet et de la pression. Et qui prennent en compte d'ailleurs l'inclinaison du stylet, j'ai l'impression. Donc c'est-à-dire que là, j'ai mon stylet qui est totalement penché sur la surface, et tu vois que j'ai un remplissage qui est très épais. Et si maintenant je mets mon stylet à la verticale au-dessus de la tablette, tu vois que les traits sont beaucoup plus fins. Au-delà de ça, on va justement regarder les réglages du brush. Alors ça, c'est par... Alors ici, tu peux rajouter des motifs, hein, donc je ne vais pas te montrer ça. C'est assez classique, on peut faire des dégradés également. Voilà, c'est ici pour les réglages du brush. Alors je vais peut-être juste prendre par contre un brush un peu plus classique. Donc lorsqu'on clique ici, on va ouvrir les réglages du brush. Et là, pour ceux qui sont habitués de Photoshop, on peut vraiment tout changer de la même manière. On peut changer l'orientation, la répétition, l'espacement, plein de choses. Et même, j'ai l'impression, j'ai pas fouillé à fond, mais qu'il y a encore plus d'options. Par exemple ici, tu vois qu'on peut changer la fonction dont l'opacité va changer en fonction de la pression. Tu peux même faire d'ailleurs des courbes différentes, ce qui fait que on va obtenir des effets qui sont assez bizarres en fonction de si on appuie fort ou pas. Tu vois que ça me donnait des choses discontinues, etc. On peut vraiment avoir des effets qui sont intéressants. Donc ça, par exemple, ça n'existe même pas dans Photoshop. Donc là, c'est pareil, tu vois qu'on peut modifier tous les réglages de flux, on peut changer la source, etc. Donc je rentre pas dans les détails, c'est juste pour te montrer que c'est vraiment ultra complet. Ça, on va faire une espèce de saucisse. Non, Leonardus, c'est juste une saucisse, c'est tellement pas croyable. Je te rappelle qu'il y a des jeunes sur la chaîne, alors calme-toi un petit peu. Donc là, je vais verrouiller les pixels transparents, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, on va simplement se faire un petit dégradé, donc là, je vais changer de brush, on va prendre l'aérographe. Donc là, je précise que vraiment pour ceux qui ne sont pas habitués à Krita, le logiciel se prend vraiment très vite en main. Notamment pour tous ceux qui sont habitués à Photoshop. Sincèrement, je n'ai eu aucune difficulté à le prendre en main. C'est vraiment l'histoire de quelques minutes, rien de plus. Donc voilà, je lui fais un petit dégradé à cette petite saucisse. On va lui faire une highlight sur le dessus. Voilà, parce que c'est une saucisse brillante, hein, évidemment. On va rajouter un petit peu un blending un peu plus intéressant. Parce que tant qu'à faire, tu vois, Leonardus, je me dis si on fait une saucisse, autant bien la faire. Cette phrase était bizarre. Oui, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi la pipette qui existe. Donc sur la touche CTRL, on peut pipeter évidemment les couleurs. Et je te dis ça parce que ça peut paraître évident pour ceux qui font déjà du digital painting, mais tu verras que ce n'est pas le cas sur tous les softs qu'on va voir. C'est vrai, Leonardus, maintenant que tu le dis, j'ai vraiment un truc avec les saucisses en ce moment. Après les saucisses volantes. Donc si on fait un clic droit, ça va ouvrir cette espèce de roue. Et je la trouve sincèrement hyper pratique, même si j'ai pas pris encore l'habitude de l'utiliser. Elle est vraiment bien parce qu'au centre, on va retrouver un triangle de couleurs. Par contre, je comprends pas trop son orientation, le fait d'avoir mis les couleurs les plus pures à gauche. Bref, ça restera un mystère pour moi. Et en tout cas, on a ici donc le triangle des couleurs. Ah ok, ça tourne en suivant le... ouais, bon, pourquoi pas. On a ça, ensuite, juste autour, le deuxième cercle concentrique, ce sont les dernières couleurs que j'ai utilisées. Donc là, c'est pareil, c'est super pratique, sachant que, bien évidemment, je peux faire X, le raccourci X, pour changer entre les deux dernières couleurs que j'ai utilisées. Voilà, il suffit que je fasse X, et je repasse dessus, exactement comme sur Photoshop. Mais là, tu vois que j'ai plus de choix encore, et je trouve ça vraiment pas mal. Et ensuite, encore autour, j'ai des outils fréquemment utilisés. Voilà, c'était juste pour te montrer ça. Ah oui, ça, j'ai oublié de t'en parler. Lorsqu'on fait Tab, on peut cacher toute l'interface. Encore une fois, comme sur Photoshop. C'est un peu moche, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire avec cette saucisse? Oui, je voulais te montrer les outils de transformation qui sont, encore une fois, vraiment chouettes.
Je vais juste fusionner ça avec le calque d'en dessous, c'est CTRL-E le raccourci, comme sur Photoshop. D'ailleurs, je précise qu'on peut aussi faire des rotations du canevas, donc des rotations de tout le document pour dessiner. Et ouais, Leonardus, t'as tout compris. Donc je voulais te parler des outils de transformation. Donc il me suffit de cliquer là. Donc là, je peux faire tout ce que je peux faire sur les autres programmes. Donc je peux faire des rotations, je vais pouvoir les tirer dans un sens ou dans l'autre. Voilà, tu vois, je peux faire même des rotations dans ce sens-là, un petit peu chelou. Donc jusqu'ici, c'est plutôt cool, c'est plutôt instinctif. Tu vois que lorsque je suis sur l'outil de transformation, mon outil ici se met à jour. Il s'affiche ici. Et je vais d'ailleurs pouvoir faire différents types de modifications. Et c'est ça que je voulais te montrer. Là, par exemple, je peux maintenant faire des torsions. Ok, jusqu'ici, c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite, ici, on va diviser notre objet en 4. On va faire une grille. Et d'ailleurs, à chaque fois, tu vois qu'on peut avoir plus d'options. Là, par exemple, je peux subdiviser la grille en encore plus de morceaux. Mais je vais te montrer simplement avec 4 côtés ce que ça fait. Et bien, le truc, tu vois, c'est que je peux modifier les grilles indépendamment les unes des autres, tu vois. Voilà, pour faire une saucisse qui fond au soleil, par exemple. Voilà, tu vois, je peux faire ça très rapidement. À côté de ça, c'est pas tout, hein. Si je reviens toujours dans cette fenêtre, d'ailleurs, je peux peut-être l'agrandir un peu. Ici, on a quelque chose qui est super cool. Je vais te montrer. En fait, ça revient à l'outil déformation de la marionnette, si je ne me trompe pas, sur Photoshop. D'ailleurs, je me demande si, encore une fois, Photoshop ne l'aurait pas repompé d'ici. En tout cas, là, je viens de créer une grille de déformation. Et je vais pouvoir maintenant modifier ma saucisse, ma belle knack, de manière dépendante des points que je vais modifier. Donc là, par exemple, si je veux grossir son ventre, on va lui faire un gros ventre. Là, on va aussi arrondir son dos. Je vais peut-être lui faire une tête un peu plus fine. Et puis, tiens, j'ai envie d'essayer de la rendre encore plus fine en bas. Voilà, là, on va dire qu'elle a une forme qui me plaît. Donc là, tu peux voir que le résultat est d'ailleurs un petit peu pixelisé, hein. Il y a une espèce d'effet d'aliasing, mais lorsqu'on fait entrer pour valider, en fait, ça va venir disparaître, ça va être lissé en quelque sorte, tant que bien sûr qu'on n'agrandit pas trop notre objet. Donc voilà, là j'ai modifié ma saucisse, je peux revenir sur l'outil brush, et puis je peux continuer, peut-être lui faire, je sais pas, 2 yeux. C'est une saucisse heureuse. Voilà. Voilà, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Bon, dernière petite chose que je voulais te montrer sur Krita, même si moi je n'utilise jamais ça, ce sont les palettes. Alors, je sais que ça existe, où est-ce que c'est, panneau, voilà. Donc là, tu vois qu'il y a encore plein d'autres choses que je t'ai pas montré. Oui, voilà, par exemple, on peut gérer les LUT, on peut faire des masques gamut, bref, il y a plein de choses. Je vais pas rentrer dans tout ça. Tiens, ici, on peut aussi afficher l'historique, hein, si tu aimes bien, tout comme moi, avoir l'historique affiché. Ce que je recherchais, c'était les palettes. Alors, où est-ce qu'il me l'a ouvert? Il me l'a ouvert là en bas. Et ici, tu vois que je peux sélectionner des palettes. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je sais que certains artistes les utilisent. Voilà pour le petit tour d'horizon. Bien sûr, je ne t'ai pas montré tous les outils, je ne t'ai pas montré tous les réglages possibles, tout ce qu'il a dans le ventre. Cela dit, si jamais ça t'intéresse, fais-moi un petit commentaire sur cette vidéo, s'il te plaît, en plus de mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, et de t'abonner. Et s'il y a suffisamment de requêtes pour faire cette vidéo sur Krita plus en profondeur, promis, je vous prépare ça avant la fin de l'été et j'en profiterai d'ailleurs pour faire un digital painting dessus, un peu plus sympa que cette saucisse. Pour conclure sur Krita, c'était un plaisir de replonger dedans et pour un programme gratuit, sincèrement, je trouve ça excellent. Alors, il y a autre chose que je voulais tester dans Krita, c'était le comportement face au photo-bashing. Donc lorsqu'on va vouloir utiliser des morceaux de photographie ou des morceaux d'image en tout cas, peu importe ce que c'est, pour les mélanger entre eux, repeindre par-dessus, bref, ce sont des techniques qui vont permettre de faire soit du texturing, soit du photo-bashing, donc vraiment de composer une image entière à partir d'autres éléments. Donc là, j'ai glissé-déposé un de mes derniers digital painting dans l'espace de travail pour voir s'il allait me l'importer. Donc là, il me laisse le choix. Donc on va faire insérer en tant que nouveau calque. Voilà donc mon painting en question. Donc tu vois qu'il a bel et bien été importé. Si je clique là-dessus, je peux l'agrandir. Voilà. Donc si je maintiens la touche Shift, comme sur Photoshop, ça me garde les options. Donc ça, c'est pas mal. Donc je peux créer vraiment des masques de fusion comme sur Photoshop. Et donc effectivement, tout ce qui va être en noir va être masqué, tout ce qui est en blanc va rester. Donc ça, c'est un petit peu la base.
Et donc ça va nous permettre par exemple de placer ce calque en incrustation par-dessus notre saucisse. Donc voilà, par exemple si maintenant j'ai envie d'incruster ce visage sur ma saucisse, bon je sais pas pourquoi j'aurais envie de faire ça, mais admettons, hein, voilà, donc je vais le mettre par-dessus, je vais pouvoir revenir sur mon masque, je vais masquer tout ce qui est en dehors. Mais comme ça, tu vois que j'ai réussi à incruster un visage sur cette saucisse, et c'est d'autant plus perturbant. En tout cas, ça fonctionne bien, ça marche. Donc ça veut dire déjà, bonne nouvelle, qu'on peut faire du texturing photo, on peut faire du photobashing. Krita est donc un logiciel qui est adapté pour. Excellente nouvelle, très bon point pour Krita. Dernière chose que je voulais tester rapidement, je vais créer un nouveau calque. Voilà, c'est un brush texturé, donc c'est peut-être un peu plus gourmand qu'un brush rond. Et je vais en fait le passer à la taille maximale. Donc là, tu vois par exemple que Krita me bloque la taille maximale du brush à 1000 pixels. Donc ça déjà, c'est pour moi un point plutôt négatif. C'est-à-dire que si on veut aller jusqu'à 2000-3000 pixels, hein, si maintenant je suis sur un très grand document, qui fait par exemple 6000 par 4000 pixels, et ben avec un brush maximum de 1000 pixels, je vais être un peu emmerdé. Ça va manquer un petit peu de taille. Donc je ne sais pas s'il y a des moyens de contourner ça. En tout cas, petit point négatif, et surtout, ce que je voulais voir, c'était les performances du programme. Et là, tu peux voir que lorsque je peins rapidement, eh ben, j'ai du lag qui apparaît, on a des petits soucis de performance, et là j'ai encore que 3 ou 4 calques, hein. Pour l'instant il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc j'ai l'impression que par contre niveau performance, on est assez loin de ce que permet Photoshop. Cela dit, là je ne l'ai vraiment pas assez utilisé en profondeur pour en être sûr. Je précise que ça vient sûrement pas de mon ordi, car j'ai une très bonne configuration. Mais voilà, c'est un point important à vérifier pour tous ceux en tout cas qui veulent vraiment se mettre au digital painting de manière très sérieuse. Il y a même des filtres, d'ailleurs j'ai failli oublier ça. Donc je vais revenir sur ma saucisse par exemple. Lorsque je vais dans filtre, tu vois que je retrouve les filtres les plus utilisés tels que les flous, flou gaussien, etc. Voilà, tu vois que là je peux modifier le flou, donc tu vois toute ma saucisse devient floue. Le visage ne devient pas flou car je rappelle qu'il est sur un autre calque au-dessus, c'est donc normal. Ensuite on en a d'autres, hein, donc tu vois qu'on a des filtres d'ajustement comme la balance de couleurs, les niveaux, on doit aussi avoir les courbes, voilà, courbes d'ajustement, donc ça c'est très bien, c'est du classique, c'est des choses qu'il faut absolument. Donc là les outils que je te montre, hein, notamment courbes, flou gaussien, ces petites choses, ce sont des choses qui sont pour moi nécessaires. Par contre il y a un fonctionnement qui est un peu bizarre. Ça va nous permettre de modifier nos valeurs, de modifier nos couleurs, d'avoir des comportements d'image qui vont être différents, ou tout simplement de créer des effets, comme par exemple les effets de flou, des effets artistiques, qui sont généralement très moches, hein, d'ailleurs, faut bien le dire, comme par exemple là si je vais sur pixeliser, voilà, ça me pixelise ma saucisse. Bon, encore celui-ci pourrait être utile. C'est pas le meilleur exemple, je suis sûr qu'on peut trouver pire. À prendre goutte d'eau, voilà. Ah, tu vois Leonardus, on veut du filtre moche, eh ben ça se trouve, hein. Ça on trouve toujours, il n'y a pas de problème, hein, qu'on soit dans Photoshop, dans Krita ou dans n'importe lequel, mais pour l'instant, Krita était selon moi sûrement le plus prometteur, et je pense que les suivants de la liste auront du mal à le détrôner. En tout cas, celui-ci est extrêmement solide pour du digital painting, et cela même de manière relativement sérieuse. Petit bémol pour Krita, c'est qu'il ne permet pas de charger des brushes Photoshop, en tout cas pas à ma connaissance, hein. Bien sûr si jamais je me trompe, corrige-moi en commentaire. Et par contre, parmi ces nombreuses forces, déjà c'est une interface qui est très sympa, il est très vite prêt en main, et puis ces brushes qui sont proposés d'office sont vraiment très bien, très puissants, vraiment mieux que ceux que Photoshop propose de base. En tout cas, je les trouve mieux et surtout plus simples à prendre en main. Donc là, vraiment très cool. Et enfin, dernier point fort, c'est la multitude d'outils qui sont disponibles, et là encore avec une grande facilité d'utilisation. Alors, le suivant sur la liste, c'était SAI Paint Tool, et là, j'ai vécu une très mauvaise expérience dont je vais te faire part, car en fait, je ne vais pas tester ce programme, ça n'ira pas plus loin que ça. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Donc déjà, le premier petit indice, lorsque j'ai voulu télécharger le programme, ça a commencé par une erreur. Donc j'ai dû recharger la page, relancer le téléchargement. Ensuite, lorsque j'ai voulu ouvrir le fichier que j'ai téléchargé pour installer le programme, j'ai mon antivirus qui m'a fait « Oh là, oh, j'ai pas confiance dans ce truc, on va te le mettre en quarantaine ». Donc déjà ça met pas en confiance, hein. Déjà c'est plutôt mauvais signe lorsque l'antivirus met en quarantaine un installeur.
J'ai donc suspendu mon antivirus, histoire de pouvoir lancer l'installation, chose que j'ai faite. Donc là, ça a démarré. Ensuite, on a essayé de me faire installer 2 programmes durant l'installation qui n'avaient rien à voir avec SAI Paint Tool. Ce sont en fait des programmes de pub, clairement. Donc là, il faut faire vraiment bien attention à pas aller trop vite lors de l'installation et bien refuser ces programmes parce que sinon, ils vont bien sûr s'installer en même temps que SAI Paint Tool. Et ensuite, en plus de ça, mon pare-feu Windows a bloqué le téléchargement du programme par le petit installeur. Donc ça veut dire que non seulement l'antivirus l'a bloqué, mais ensuite mon pare-feu Windows l'a lui aussi bloqué. Donc j'ai quand même essayé de passer à travers. Ça a échoué, donc il n'a apparemment pas réussi à l'installer correctement sur mon ordi, mais ça ne l'a pas empêché à la fin de vouloir encore me faire installer un plugin sur mon navigateur, puisque une fenêtre s'est ouverte toute seule sur mon navigateur en essayant de me faire installer un truc. Donc là, pour moi, c'est clairement une très mauvaise expérience. Peut-être que le programme était très bien. Malheureusement, moi, je vais m'arrêter ici. Je vais pas prendre plus de risques que ça. J'en ai déjà assez pris. Ah, et j'ai oublié de préciser en plus que malgré les tentatives d'installation, il m'a quand même installé un autre programme. Il a réussi, qui s'appelait Chromium. Apparemment, c'est un navigateur qui m'a installé en plus, que j'ai réussi, je crois, à désinstaller. Donc là, SAI Paint Tool a faux sur toute la ligne. Donc je pense que c'était pas du tout pour rien s'il était bloqué par les antivirus et par le pare-feu. Je pense qu'ils ont dû voir que c'était bourré d'autres programmes qu'elle allait installer et j'espère que j'ai pas chopé de virus. Donc, cela dit, s'il y en a certains parmi vous qui utilisent ce programme ou alors tout simplement qui ont eu plus de chance que moi lors de l'installation, je vous invite à dire en commentaire en dessous de cette vidéo ce que vous pensez de ce programme, si vous avez eu la même expérience que moi. En tout cas, moi, je n'y toucherai plus jamais. Leonardus, tu peux mettre ça dans la quarantaine. Et bien entendu, je vous déconseille aussi fortement de vous frotter à ce programme. Alors celui-là, je t'avoue que j'avais pas trop envie de l'essayer. Je le connais depuis longtemps, il est presque aussi vieux que Photoshop. Ça a toujours été un petit peu l'équivalent gratuit de Photoshop qui permet du coup de faire de la retouche photo, etc. Plein de choses. Et donc, tout comme Photoshop, il propose aussi des outils de dessin. Mais autant prévenir tout de suite, dès l'ouverture du programme, je m'en suis rendu compte, même 10 ans après, ils ont toujours une interface qui est sincèrement un peu austère. En tout cas, ça donne pas trop envie de se plonger dedans. Mais cela dit, je vais essayer quand même de retrouver tous les outils et de m'en sortir. Donc je vais créer un nouveau document. Mais c'est pas grave. Donc là, on va tout de suite prendre l'outil brush. On va tester assez rapidement. Donc là, déjà, par exemple, il n'y a pas de pression qui est pris en compte, mais on va changer de forme de brush. Peut-être qu'il y en a d'autres où ça fonctionnera mieux. En tout cas, ma tablette, elle a aussi tout de suite reconnu. Donc là, ici, j'ai apparemment les réglages du pinceau, donc je peux changer la taille. Voilà. Est-ce que j'ai des raccourcis qui fonctionnent? Non. Par contre, je peux faire des traits droits en maintenant la touche Shift enfoncée. Alors, j'aimerais bien changer la couleur. Donc, on va faire fenêtre, fenêtre ancrable, palette des couleurs indexées, couleurs. Voilà, c'est déjà un peu mieux comme ça. Ok, j'ai envie de rechanger de forme de brush. Alors c'était ici, ça je vais le sortir. Voilà, on va se remettre ça ici dans un coin. Donc là encore, par contre, même si bon, c'est un peu austère, c'est pas super beau, par contre, l'interface est là aussi customisable assez facilement. Ça reste quelque chose qui est vraiment appréciable. Et je le redis, même si je suis assez critique, on reste quand même sur des programmes qui sont gratuits. Donc évidemment, je suis des fois un peu dur ou des fois élogieux comme c'est le cas avec Krita, mais en soi, des outils comme ça qui sont aussi solides et aussi complets, c'est déjà une chance de les avoir gratuits. Donc en tout cas, tu peux voir que les fonctions de base sont bien là. On a bel et bien ici un système de calque. Voilà, je peux faire des groupes, je peux créer un nouveau calque ici. On a aussi les modes de fusion qui existent. D'ailleurs, il y en a plus que dans Photoshop. Évidemment, on ne va pas tous se les faire ensemble. Je vais simplement valider. Voilà, je te montre que ça fonctionne bien. On a donc différentes brushes qui sont préinstallées. Donc là aussi, on a des filtres. Encore une fois, ils sont classés. Donc on a les brushes un petit peu fun. Voilà, comme ce brush poivron, qui est sûrement le brush le plus indispensable qu'il te faut. On a le brush avec le logo de GIMP. Mon Dieu. Et on a cette espèce de motif. Ok, alors je sais pas par contre, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des développeurs pour se dire, tiens, on va leur faire un brush avec une espèce de motif. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire cette espèce de vache? Bon, bref, je ne sais pas. Ok, par contre, je peux pas retourner en arrière
Pourquoi je peux pas? J'ai cliqué sur un truc ou... Ah, il a pas aimé ce que j'ai dit sur les chèvres? Non. Ah, c'est des vaches ou des chèvres d'ailleurs? Non, c'est des vaches. Ok, pourquoi je peux pas revenir en arrière? Bon, bah voilà, c'est un des premiers mystères de, de GIMP. Waouh, ok. Je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, j'ai retrouvé tous les brushes. Désolé pour ces petits moments de recherche, mais c'est en tout cas intéressant pour moi, je pense, de vous montrer aussi quels sont mes premiers pas dans GIMP, puisque j'ai quand même l'habitude de faire du painting, etc. Et je dois dire qu'il demande déjà beaucoup plus de temps d'adaptation que Krita. En tout cas, moi, il y a une chose qui m'embête, c'est que je n'ai pas la gestion de la pression. Donc là, je pense que ça va être ici. Donc dynamique off. Est-ce que je peux mettre ça sur on? Waouh, matrice de correspondance. Ok, ça doit être ça. Donc opacité et pression. Oui, je veux ça, s'il te plaît. Alors ça, c'est un petit peu le problème de GIMP, en fait, c'est que il se sent obligé de faire la même chose que les autres, mais de l'afficher différemment. Et là, en l'occurrence... Alors, j'ai réussi, je crois, à activer la variation de l'opacité en fonction de la pression. Bon, la vache, c'est vraiment pas instinctif. En tout cas, j'ai réussi à faire changer déjà l'opacité en fonction de la pression du stylet. J'ai aussi dû faire un réglage en allant dans édition, périphérique d'entrée. Je rentre pas trop dans les détails, encore une fois, ce n'est pas une vidéo sur comment faire marcher GIMP et tous ces outils en détail. En tout cas, sache qu'au niveau du brush, donc la pression fonctionne bel et bien. Je vais supprimer ce calque parce qu'il est tout simplement assez immonde. Voilà, on va remettre autre chose temporairement. Donc là d'ailleurs tu peux voir que dès que je peins avec un brush de haute taille, le lag est assez rapide. Donc là vraiment les performances sont pas terribles, sachant que pour l'instant je ne peins que sur un seul calque et sur un document de 3000 par 2000. Et là je suis sur le brush standard, le brush soft, et on a déjà du lag. Donc là ça veut dire qu'il faut s'attendre... Ouh, je peux aller plus loin par contre. Donc ça veut dire que sur les brushes de grande taille, on peut s'attendre à du lag assez rapidement. Ouais, effectivement, c'est vraiment très vite, ça lag très vite beaucoup. Ok, ensuite on peut changer ici les proportions du brush, donc tu vois que ça change en fait la forme de notre brush, ce sera peut-être plus parlant si je prends un autre brush. Donc voilà, il y a pas mal de petits réglages, je t'avoue que c'est pas super invitant. Voilà, faut un peu je pense qu'il faut vraiment un temps d'adaptation pour utiliser GIMP qui est plus élevé que pour Krita. Et évidemment, tout comme sur Krita, on peut aussi créer ses brushes, les enregistrer, etc. Alors il faut savoir aussi que les brushes de Photoshop sont normalement chargeables dans GIMP. Alors, je suis pas sûr que les dernières versions de brushes de Photoshop soient ouvrables dans GIMP. J'irai pas aussi loin, mais normalement, on peut en ouvrir certains. Ensuite, je voulais chercher, est-ce qu'il y avait... des brushes justement qui vont permettre de mélanger les couleurs comme on l'a vu juste avant sur Krita, un petit peu l'effet du mixer brush sur Photoshop, mais je t'avoue que pour l'instant je n'ai vraiment pas trouvé comment faire. Voilà, et par dessus on va lui faire, tiens c'est quoi ce brush? Wow, un magnifique brush pas du tout kitsch qui permet de faire des petits effets magiques, c'est pas mal, hein. Il est du même registre que le poivron celui-là. Je vais rechanger, on va reprendre un brush, alors les brushes sont vraiment pas terribles, hein. Les brushes basiques de GIMP sont vraiment pas ouf. Il faut savoir que GIMP est aussi fait pour la retouche photo, tout comme Photoshop. Donc là, on va retrouver en fait tout plein de réglages qui vont permettre de modifier les couleurs, comme par exemple la balance des couleurs, etc. Oh là là, la présentation, tout est vraiment très austère. En tout cas, tu vois que là, voilà, je peux modifier les couleurs. Donc ça, c'est mine de rien très important. J'insiste vraiment sur ce genre d'outils qui permettent de faire des réglages de ce type-là parce que c'est tout simplement hyper important. Et ça, ce n'est évidemment pas disponible dans tous les logiciels au même niveau. Donc là, je ne vais pas tous les faire, mais en tout cas, on retrouve les outils assez classiques, hein, donc balance des couleurs, teinte, saturation, exposition, luminosité, contraste, les niveaux, les courbes, encore heureux. Donc pas mal de petites choses qui sont pas mal. Ensuite, on retrouve même des outils de seuil, colorisation, etc. Et on retrouve pas mal de filtres. Donc on a par exemple des filtres de flou, voilà, flou gaussien, etc. Donc on retrouve des choses qu'on va retrouver comme dans Photoshop. Pareil, si jamais tu veux mettre un filtre de bruit, tu as tout ce qu'il te faut ici.
Ici, tu vas pouvoir faire des filtres de bloom, donc ça c'est bien dès que tu veux faire par exemple des effets lumineux. Alors là, ça marche pas super bien, mais tu vois quand même que ça m'a éclairci mon calque, comme si c'était une source de lumière. Et puis bien sûr, tu as tout plein de filtres super kitsch, tout comme dans Photoshop. Voilà, donc ça c'était le petit tour d'horizon rapide, bien sûr, de GIMP, pour montrer que il est relativement exploitable pour du digital painting. Cela dit, il faut s'accrocher, sincèrement, il est vraiment pas très user-friendly, comme on dit, il donne pas vraiment envie de se pencher dessus, de s'investir dessus, en tout cas pas en comparaison de Krita. Donc pour l'instant, j'ai une très nette préférence pour Krita. Le point qui m'inquiète un petit peu sur GIMP, c'est les performances. Parce que, comme on l'a vu, dès que le brush est un petit peu élevé en taille, on a tout de suite du lag qui est vraiment très embêtant. En tout cas, voilà pour GIMP. Très honnêtement, il était moins horrible que ce que je pensais, mais il est un petit peu déroutant, ça manque un petit peu de performance. En revanche, s'il est bel et bien capable d'ouvrir les packs de brush Photoshop, c'est quand même un point positif. En tout cas, pour l'instant, le grand vainqueur reste Krita et de très loin. Donc toi, ce sera Next. On passe maintenant à Artweaver dans sa version gratuite, comme tu le vois ici, Artweaver Free. Donc il y a une version payante qui est apparemment plus puissante, avec plus d'outils. Mais là, on est sur la version gratuite. On va voir très rapidement ce qu'elle a dans le ventre. Donc première impression, c'est que c'est aussi moche qu'un Photoshop CS4. Donc l'interface au niveau du design est un petit peu datée, mais c'est pas très important. On va se créer un nouveau document. Voilà, 3000 par 2000 comme précédemment. Donc là, on retrouve par contre instinctivement quelque chose de très proche de Photoshop avec les calques ici, la roue de couleur ici, les outils à gauche, les précisions sur l'outil sélectionné en haut. On va pouvoir créer un nouveau brush, on va peindre dessus. Donc là, je fais raccourci B pour l'outil brush, raccourci E pour la gomme. Donc là, on est vraiment sur un logiciel qui a fait le choix de copier Photoshop sur les raccourcis et de nombreux autres aspects. Donc comme tu peux le voir, la pression est tout de suite prise en compte. Au niveau des outils de sélection, j'ai le rectangle de sélection. Tu vois qu'ici dans forme, ou plutôt dans shape, je peux choisir le rectangle ou le rond. Voilà. Ensuite, on a ici l'outil baguette magique. Donc il était aussi disponible sur Krita, sur GIMP. Donc ça permet de choisir des portions de couleurs. On retrouve l'outil lasso ici. Si maintenant je prends du jaune, hop, je peux peindre dedans. La pipette fonctionne évidemment bien, ensuite on a l'outil recadrage, bref, on a aussi le dégradé, l'outil texte, on a un petit peu tous les classiques, le tampon de duplication également. Donc là les brushes, ici ils sont très bien classés, c'est relativement pratique. D'un coup d'œil on voit vraiment quel type d'outils on a, ils ont vraiment été classés par rapport aux outils traditionnels, donc acrylique, airbrush, calligraphie, etc. Donc là par exemple je vais prendre un pinceau acrylique avec une couleur un peu plus neutre. Voilà, donc tu vois que le rendu est pas mal. Le choix est vraiment très grand. Je vais changer un petit peu, donc tu vois qu'on a des brushes texturés. Alors les textures n'ont pas, cela dit, beaucoup de réalisme je trouve, par rapport à des packs de brushes qu'on peut trouver sur Photoshop, ou alors sur ce que Krita m'a proposé avant. Je sentais que ça me semblait un peu plus réaliste, un peu plus fin, on va dire. Voilà, comme tu vois là, c'est pas non plus super convaincant quoi. Donc comme tu le vois, j'ai aussi des brushes qui sont un petit peu plus, comment on va dire ça, un peu plus fantaisistes. Voilà. Voilà, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail. On retrouve les choses classiques, donc couleur, calque, différents types de brushes, avec là aussi des réglages qu'on va pouvoir faire sur l'opacité, le grain, etc. Plein de petites choses, donc ça peut être assez intéressant de se pencher dessus. Cela dit, je ne vais pas aller plus loin parce que la taille du brush est limitée. Ici, tu vois, je ne peux pas aller plus loin que 250. Donc déjà, je me plaignais que les précédents n'allaient pas au-dessus de 1000. Là, on est limité à 250. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très faible. Ça ne va pas convenir, je pense, pour certains documents qui sont assez élevés. Donc, c'est un peu dommage. Ouais, on le retrouve. Donc là, effectivement, ce qui est bien, c'est que par contre, je retrouve mes outils un peu plus proches du traditionnel, notamment le mixer brush. Donc, il va me permettre de faire, encore une fois, tu vois, lorsque j'appuie assez faiblement, je ne peins pas que en vert, je vais prendre la couleur qui est en dessous et je vais l'étaler un petit peu. Donc comme on a vu précédemment, donc ça en fonction de l'outil qu'on va choisir, et j'imagine des réglages. Voilà, bleed, à mon avis, voilà, plus j'augmente bleed, plus on va étaler. Effectivement, c'est bien ça. Donc ça par contre c'est pas mal, il a quand même une palette d'outils assez développée. Donc c'est un programme qui est très léger, ça c'est aussi quelque chose qui va en sa faveur. Et ce qu'on a, on a effectivement ici l'historique, on a pas mal de trucs. Et ce qu'on a dans les filtres, des choses intéressantes, on a des filtres de flou.
des filtres de distorsion, de bruit, de nuages. Ça doit pas être très beau ça. Ouais, effectivement, on va pas aller très loin avec ça. Et on a ensuite voilà, des filtres pour rendre plus net, pour styliser. Donc il y a moins de filtres que dans d'autres. Cela dit, c'est pas forcément ça dont on se sert le plus. Par contre, j'aimerais bien trouver, voilà, ajustement. Donc là, on va retrouver les courbes, les niveaux, etc. On le voit que dans la preview ici, on ne le voit pas en temps réel derrière, ce qui est un petit peu dommage. Et petit bonus, j'ai trouvé ici la grille de perspective. Donc là, je vais faire Show. Donc là, tu vois que j'ai une grille de perspective. Est-ce que par contre, j'arrive à la déplacer? Ça va être autre chose. En tout cas, tu vois que ça fait une grille de perspective qui peut donc te servir de repère pour dessiner tout ce que tu as à dessiner. Donc tu vois que si je fais ça, ça me permet de suivre ma grille de perspective pour faire mes objets. Voilà. Cela dit, j'aurais bien aimé que ce soit encore plus puissant, comme par exemple sur Clip Studio Paint, si je ne me trompe pas, où en fait le brush va tout seul s'adapter à la perspective. C'est-à-dire par exemple que si je fais ça, eh ben, mon serpentin va être de plus en plus fin, la taille du brush va se réduire en même temps que la perspective va rétrécir notre image. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus puissant. Là, ça ne change pas du tout les réglages du brush, ça fait juste finalement un petit repère visuel qu'on peut suivre. Donc c'est dommage que ça n'aille pas plus loin, en tout cas pas dans cette version gratuite. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que je n'arrive pas à modifier cette grille et à la déplacer. Donc ça par contre c'est un peu chiant. Ah si, ça y est, il faut prendre l'autre ligne. D'accord, bon en tout cas c'est un petit outil qui est vraiment sympa. C'est même pas la peine. Next. On passe maintenant à Autodesk Sketchbook. Et de ce que j'ai pu en tester jusqu'à présent, je pense que ce sera le deuxième plus intéressant avec Krita. Même si, comme tu vas le voir, il est quand même plutôt différent. Alors là, je viens de l'ouvrir, donc je suis sur un beau, magnifique fond blanc. En temps normal, il n'y a pas autant de fenêtres ouvertes, c'est moi qui suis allé les chercher dans fenêtres et qui les ai placées un petit peu partout sur les côtés. Alors déjà, la première chose qui est un petit peu déroutante, c'est qu'apparemment, le document n'a pas de dimension fixe. Donc là, par exemple, je ne suis pas en 3000 par 2000, je suis en fait sur un document... je ne sais pas quelle taille il a en fait, je pense qu'il doit faire la taille de ma fenêtre. Bref, en tout cas, il remplit tout mon programme. Donc là, tu peux remarquer qu'en haut, on a une barre d'outils, on a également une espèce de barre d'outils en bas. Donc ça me fait vraiment penser à un design qui est très proche des applications pour tablettes. Ça aussi d'ailleurs, ces deux espèces de raccourcis qui servent, d'après moi, à en fait les faire glisser avec le pouce, comme des petits sliders. Cela dit, moi j'en ai pas besoin parce que si j'ai bien compris l'outil et qu'il s'agit bien de ça, je suis sur ordinateur. Donc moi, si je veux sélectionner mes couleurs, je peux très bien le faire ici, sur mon carré. Est-ce qu'il m'a zoomé ou pas? J'ai l'impression que je suis très zoomé. Maintenant, je comprends pas trop. Non. Si, j'étais effectivement très zoomé. Ok, c'est pour ça que c'était bel et bien aussi pixelisé. Pardon. Petite parenthèse. En tout cas, on retrouve ici un système de calque. Donc là, tu vois que je peux en créer un nouveau. Donc là, on retrouve à gauche les outils de brush. Donc là, par exemple, tu vois que j'ai... un brush classique a été sélectionné. Là, je peux changer ici sa taille, sa rigidité. Voilà, je vais l'agrandir, tu vois que c'est un peu plus rigide. Je peux changer ici son opacité. Voilà, on peut changer évidemment les couleurs ici sur la roue de couleur. Donc tout ça, c'est relativement classique. On a d'autres brushes avec d'autres formes, d'autres réglages. Tu vois qu'ici, on a une espèce de marqueur qui a un côté un peu mouillé. Donc ça fonctionne plutôt bien. Là, on a un marqueur plus sec, pinceau stylo à billes. Ici, on a un brush de pinceau. Voilà, assez classique. La petite chose par contre qui est un peu embêtante, c'est que moi je n'arrive pas à avoir de variation en fonction de la pression de mon stylet. Cela dit, d'après ce que j'ai vu, c'est censé être actif, parce que si je vais ici dans les propriétés du pinceau, tu vois que je peux modifier les réglages en fonction de la pression. Mais malheureusement, chez moi, je n'arrive pas à le faire marcher. Donc si jamais certains parmi vous utilisent Sketchbook, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez le même problème de pression ou si c'est juste là chez moi. Je t'avoue que j'ai pas cherché sur Google comment régler ce problème. Je suis sûr qu'il y a une solution, cela dit. Donc voilà pour ça. Là, on a d'autres formes. On a ensuite ici un outil goutte d'eau qui permet de flouter. On a ici d'autres outils qui permettent d'estomper. Voilà, je vais prendre par exemple ici une autre couleur pour qu'on ait un petit peu de variation. Et comme ça, je peux te montrer un petit peu ce que ça donne lorsqu'on vient flouter tout ça. Voilà, donc on peut faire des petits mélanges qui peuvent être assez intéressants. Et on a bien sûr les outils de gomme. Voilà pour les outils classiques. Donc là, comme je l'ai dit, on a les propriétés du pinceau. Et en fonction de l'outil
Comme tu peux le voir, on a vraiment pas mal d'options, donc ça m'a l'air d'être vraiment complet au niveau des outils. Si jamais tu veux plus de brushes, il suffit d'aller ici dans la bibliothèque de pinceaux. Donc là, tu vois qu'on retrouve les pinceaux de base. Ici, on a des brushes qui sont texturés, comme tu peux le voir. Donc là, je réduis un petit peu sa taille. Voilà, donc tu vois qu'on a des custom brushes. C'est relativement intéressant. On a de quoi faire. Et on en a encore pas mal en dessous. Hein. Il y en a vraiment plusieurs. On a aussi des textures ici. Voilà, c'est vraiment, vraiment très intéressant. On a des projections, voilà, pour tout ce qui va être effet de taches, de particules, etc. Luisance, donc ça, oh, c'est très sympa. C'est une espèce de brush, comme tu peux le voir, hein, qui va venir éclaircir tout ce qu'il y a en dessous, comme si j'avais pris l'outil Dodge sur Photoshop, pour ceux qui connaissent, l'outil densité moins. Donc plus je passe dessus, plus je sature et je vais vers le blanc. Donc ça, c'est marrant de l'avoir fait en outil comme ça. Là, c'est pareil, on a l'outil néon. Donc ça, je trouve ça très sympa en soi. Alors évidemment, là, l'effet est extrêmement puissant. Je peux sûrement, à mon avis, réduire son intensité ici. Voilà, je vais réduire son flux. Tu vois que ça change effectivement sa puissance. Voilà, on n'est plus sur du blanc tout de suite. Et là, au contraire, on a la puissance maximale. En tout cas, je trouve ça super intéressant. Là, on a la même chose, mais avec un brush un peu plus, on va dire, très différent. Donc tu vois que j'ai très vite des effets qui sont vraiment intéressants. Donc ça, c'est un petit outil tout simple, tout bête. Ensuite ici, on a étalé. Donc là, c'est assez évident, hein, son nom indique assez clairement de quoi il s'agit. Donc je vais pouvoir étaler, un petit peu comme avec le mixer brush, mes couleurs. Ça marche très bien, c'est fluide, c'est rapide, ça répond bien, c'est puissant. On a différentes formes. Tu sais maintenant ce que c'est, donc j'avance très vite. Hein. Donc c'est bien foutu. Ensuite, concepteur. Donc là, ce sont simplement, si je ne me trompe pas, des outils pour faire du croquis, hein, faire du sketch. Voilà, tu vois qu'ils sont un petit peu... différents les uns des autres, donc c'est très sympa, on a différents effets. C'est dommage encore une fois que la pression ne fonctionne pas chez moi, la pression du stylet. Ok, voilà, et enfin, dans les derniers outils, on a des brushes pastel. Voilà, qui peuvent, je pense, là aussi être très intéressants. Tu vois, qui mélangent un petit peu les couleurs entre eux, comme ce serait le cas avec justement des crayons pastel. Donc c'est pas mal. Donc de manière générale, on a vraiment ici de quoi s'éclater avec les couleurs, avec les effets. Juste pour le fun, je te remets un petit coup d'effet luisance ici. Voilà, j'adore ce petit effet, en plus ça a droit à des bruitages super crédibles en même temps. Mais, le gros point principal de Sketchbook ne se trouve pas ici. C'est pas non plus forcément dans les calques ou dans les réglages, parce que j'ai cherché un petit peu et malheureusement je n'ai pas trouvé justement tout ce qui va être modification du calque, telles que les courbes, les niveaux, les transferts de dégradés de couleurs, les balances de couleurs, toutes ces choses-là, c'est pareil, il n'y a pas non plus de filtre, hein, j'ai pas trouvé de filtre de flou, ou de netteté, ou de quoi que ce soit, d'effet artistique. Il n'y a rien de tout ça, on a uniquement des outils de brush qui sont ici extrêmement puissants. On a, cela dit, quand même, voilà, un éditeur de couleurs, on a des calques, toutes les choses qui sont classiques. Par contre, les outils que je vais te montrer maintenant, certains sont hyper puissants, et dans les logiciels gratuits, ils semblent a priori être propres à Sketchbook, ou alors j'ai peut-être juste mal regardé dans les autres. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, et je le marquerai en gros, en edit, dans la description. Mais en tout cas, la grande force de Sketchbook, c'est que c'est mis en avant tout de suite. C'est qu'on a justement un programme qui est gratuit, enfin qui est devenu gratuit, et qui est relativement épuré par ses fonctionnalités, puisqu'on a entre guillemets uniquement les calques, les brushes et les couleurs. On n'a pas, comme je l'ai dit, tous les calques de réglage. On va pouvoir, si je ne me trompe pas, glisser des photos à l'intérieur. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai pu rajouter cette photo dans mon document. Donc tu vois, si je vais là, je vais pouvoir faire une rotation. Ici, je peux changer sa taille. C'est d'ailleurs pas trop mal foutu, je trouve, ce petit outil. C'est plutôt instinctif. Une fois que c'est bon, j'ai plus qu'à le fermer. Et mon calque est là. Et maintenant, je peux logiquement repeindre par-dessus. Voilà, tu vois, je suis bel et bien sur le même calque. En train de le remplir. Si maintenant, je gomme, hop, outil gomme. Je suis en train de le gommer, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut essayer de faire un peu de photo bashing avec, mais sincèrement, du peu que j'ai vu, il est vraiment pas super puissant pour ça. Il est vraiment pas fait pour ça. C'est pas ça le cœur de cible, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un logiciel de digital painting complet. En fait, comme son nom l'indique, Sketchbook va surtout être bien pour faire du sketch. Autrement dit, du croquis. Sketch, ça veut dire croquis en anglais. Et sketchbook, ça veut dire carnet de croquis. Et effectivement,
il va être pour moi super puissant si on veut faire des croquis ou alors des paintings assez simples qui vont reprendre des effets très traditionnels, hein, comme on l'a vu ici, avec tous les brushes qui vont s'en rapprocher, comme les brushes de pinceau à huile, d'aquarelle, etc. Et je vais te montrer maintenant ce qui fait pour moi la spécificité de Sketchbook, quelques outils qui sont vraiment hyper puissants. Alors déjà, on va retrouver ici les outils de symétrie. Ok, ça, maintenant tu sais ce que c'est, voilà, on peut faire horizontal, on peut faire vertical, on peut faire x4, x8, autant que tu veux, tu vois qu'on peut multiplier ça. Donc là, si je vais faire un truc avec des motifs super stylés, circulaires, tu peux le faire, franchement, on s'amuse comme des petits foufous. Il y a ça aussi sur Photoshop, il y a ça aussi sur d'autres programmes. En tout cas, c'est simple, c'est bien fait, on peut le verrouiller, on peut le désactiver par la suite, etc. Ensuite, ici, on retrouve la grille de perspective, et c'est ça dont je te parlais avant. Je vais prendre ici le mode 3 points. Je vais changer la couleur de mon brush, hein, je vais peindre juste après avec une autre couleur. Donc je vais aller là-dessus, je vais faire un point. Et là, tu vois que mon brush va suivre les lignes de perspective. Donc tu vois, là, c'est pas moi qui fais des lignes aussi droites en maintenant une touche, en faisant quelque chose. Non, la forme de mon brush a changé, comme tu le vois là-haut. J'ai toujours le crayon, je vais réduire d'ailleurs sa taille. Hein. Et tu vois que là, je vais converger vers le point de fuite qui est ici au centre. Et ça, c'est quand même super puissant. C'est vraiment génial. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment génial. Je vais augmenter l'opacité d'ailleurs. Je vais supprimer ce calque. Donc là, tu vois, je reste appuyé dessus. Hop, supprimer le calque. On va en recréer un autre. Et maintenant, je vais aller sur une perspective à 3 points de fuite. Voilà, donc tu vois que là, je peux déplacer les points de fuite où je veux si j'en ai envie. Et là, c'est pareil. Et maintenant, je vais en fait suivre automatiquement la grille de perspective lorsque je vais tracer, mes traits. Voilà, donc tu vois que là je converge vers l'un, là je converge vers l'autre, et comme ça je vais pouvoir très rapidement construire mes objets. Voilà, je fais ça un peu à la va-vite, hein, c'est pour ça que c'est pas très précis. Là je fais ça simplement pour te montrer en 2-2. Voilà, donc ça en tout cas c'est vraiment un outil que j'adore. Le seul programme où je l'avais vu jusqu'à présent c'était Clip Studio Paint. Encore une fois, si je suis passé à côté dessus sur Krita, GIMP ou un autre programme, n'hésitez pas à me le faire savoir. Dans tous les cas, je le redis, ici la grande force de Sketchbook, c'est que c'est tout de suite marqué là-haut. Et c'est pour ça que je trouve que ça vient vraiment appuyer son côté sketch, puisque là on est dans du croquis, on est dans du dessin pur, mais ça ne s'arrête pas là. Là, je t'ai montré la perspective. Tu peux d'ailleurs aussi faire des perspectives fisheye, hein, ce qui est quand même super puissant, parce que sincèrement, s'amuser à faire des perspectives fisheye, sinon c'est vite un enfer si on n'a pas ce genre de grille. En tout cas, moi je trouve ça vraiment très 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 cool. Voilà, je vais maintenant... Non, je vais garder ça tel quel. Je vais passer maintenant à l'autre outil, donc c'est l'outil règle. Donc là, comme tu peux t'en douter, maintenant on va pouvoir déplacer notre règle et on va pouvoir tracer des traits comme ça, de manière parfaitement droite. On peut faire des rotations. On a en tout cas vraiment une grande précision et c'est vraiment très bien fait. Ok, donc ça déjà c'est très cool, et là on va aller plus loin. Cette fois-ci on a l'outil ellipse, donc là comme son nom l'indique, on va pouvoir faire la même chose mais avec des ellipses. Donc là, lorsque je peins, tu vois, lorsque je dessine, je vais venir suivre cette courbe. Ensuite je vais par exemple le réduire, je vais l'écraser un petit peu pour respecter une certaine perspective. Hop, je refais un cercle dedans. Je diminue un petit peu la taille du brush, je le replace, je l'écrase un peu pour la perspective, un autre tracé, et voilà. Je vais reprendre la règle, et tu vois que tout ça, c'est vraiment très instinctif. Hein. La prise en main est vraiment, vraiment super rapide. Donc là, tu vois, je vais pouvoir faire, par exemple, un premier trait, je vais ensuite faire une rotation. Voilà, là, je peux faire comme ça, par exemple, des rayons. Voilà, hop. Et je me suis fait super rapidement une espèce de roue. Voilà, hop. Bon, c'est un peu moche, mais en tout cas, tu as compris le principe. Et on a la même chose ici avec cet outil. Qui, si je ne me trompe pas, va me permettre de faire des formes abstraites. Voilà, tu vois qu'en cliquant dessus, à chaque fois, j'ai une autre forme. Donc là, pareil, hein, je vais suivre le tracé. Ensuite, je peux très bien venir tourner un petit peu ça. Voilà, je vais prendre cette portion-là qui m'intéresse. Ensuite, je vais cliquer là-dessus pour randomiser, en quelque sorte, pour avoir un nouveau tracé aléatoire. Voilà, je vais rejoindre le trait et je continue. Bref, voilà, c'est vraiment très sympa. Et moi, c'est quelques 5 outils qui sont ici. Donc la symétrie, la grille de perspective surtout, et ces quelques guides sont vraiment super puissants et ils m'ont conquis. Ensuite ici, on a la possibilité de dessiner, comme tu peux le voir avec les petits pointillés, avec un lissage.
Donc ça, c'est notamment bien pour ceux qui font du dessin de précision, qui font du line art, des choses comme ça. C'est là aussi quelque chose qui existe bel et bien dans Photoshop et dans d'autres programmes aussi, mais c'est bien sympa. Là, c'est pareil, c'est une autre forme de lissage. Ça fonctionne aussi. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est? Je ne l'avais pas encore testé. C'est pour faire des traits droits très rapidement. Ah bah super, ça aurait été encore mieux lorsque je voulais faire mes traits droits. Ici, on peut faire des carrés. Ici, on peut faire voilà, des espèces de tracés en lasso. Et d'ailleurs, on a aussi les lassos, les carrés et les ellipses de sélection qui se trouvent ici. Voilà, donc tu vois que si je veux faire une sélection lasso, je peux très bien le faire. Je change de brush. On va prendre une texture comme ça, du orange, hop, et je peux remplir ma sélection. Voilà, je crois que là, je t'ai montré pas mal de choses. Ici, juste pour te montrer ça, tu vois qu'on a une petite roue d'outils où on peut retrouver assez rapidement certains raccourcis. Encore une fois, ça c'est juste pratique, je pense, pour l'application iPad, Android, etc. Donc lorsqu'on est en tactile sur tablette, parce que tout ce qui est ici, c'est grosso modo ce qui est là-haut. Voilà pour ce petit tour d'horizon de Sketchbook. Moi, je te cache pas qu'il m'a vraiment conquis. Pour un programme gratuit, avoir des options et des outils de dessin qui sont tellement puissantes, je trouve ça super. C'est vraiment, en tout cas pour ma part, une très belle découverte avec des outils qui sont extrêmement intuitifs, qui sont vite pris en main. Et sincèrement, ces quelques outils de guide, il est temps que Photoshop se bouge un petit peu le cul et qu'il nous les rajoute. Ce serait quand même pas mal. Parce que là, ils se prennent un petit peu la fessée sur certaines fonctionnalités par des logiciels qui sont gratuits. Ah, et j'ai failli oublier de te parler de Flipbook, cette fonctionnalité dans le logiciel qui te permet de faire des animations par image clé. Petit bonus très cool pour ceux qui veulent se frotter à l'animation 2D. Donc voilà pour Sketchbook, super programme en tout cas si jamais tu as un petit peu de temps ou alors que tu n'as pas de budget et que tu cherches un logiciel pour faire soit du dessin, soit du croquis ou alors du digital painting un peu plus poussé, n'hésite pas à te pencher également sur Sketchbook. Donc jusqu'ici, mes favoris resteront Krita et Sketchbook. Allez Leonardus, suivant. Alors là, je viens d'ouvrir Fresh Paint qui est l'application de pseudo digital painting de Microsoft. Alors cette partie-là va être très vite résolue. Donc tu peux voir qu'ici j'ai quelque chose qui s'appelle mes illustrations, dans lequel j'ai déjà des espèces de dessins qui ont déjà été commencés. Donc c'est pas à moi, mais ça s'appelle mes illustrations, c'est un peu bizarre. Donc je vais cliquer là-dessus et tu vois que ça m'a ouvert cette espèce de croquis avec une tête de lion, où j'ai des références à gauche. Et à droite, j'ai une espèce de croquis que je peux masquer. Si je clique, où est-ce que c'est? Si je clique ici, tu vois que je peux masquer le croquis et les références. Et en fait, grosso modo, j'ai dit qu'on allait passer très très vite dessus parce que ce n'est pas du tout un logiciel qui va nous intéresser. Là, on est typiquement dans le cadre du programme lorsque tu es chez mamie, en plein repas de famille, que tu commences à te faire chier, tu as compté toutes les tuiles qui sont sur le toit, tu n'en peux plus des blagues pendant le repas, tu as envie de t'isoler pendant 15 minutes et de faire mumuse avec ta tablette. Voilà. Ok, là, cette application va être assez amusante pendant au moins 1 minute 30, où tu vas pouvoir, comme tu vois, avec différents outils, dont en plus le rendu est franchement pas convaincant, tu vas pouvoir essayer de reproduire, de remplir, enfin de faire du coloriage en fait en suivant le croquis. Voilà. Je vais vraiment pas insister plus que ça sur ce programme. Il est vraiment pas intéressant, il n'est pas complet, hein. Il n'y a même pas de système de calque ou quoi que ce soit. Il y a pas les seuls brushes qui sont disponibles sont ceux-là. On a une roue de couleur qui est ici, voilà, avec différentes options si on va à cet endroit-là. Et voilà, c'est tout. Donc grosso modo, c'est plus pour faire du remplissage, du coloriage, on va dire, que pour faire du réel digital painting. Donc Microsoft, merci d'avoir essayé, mais je pense que ce n'est pas un outil qui est fait pour nous. Ça va être plus pour des néophytes qui veulent juste faire un petit peu de coloriage chez mamie. Voilà. Programme suivant. Alors, je viens d'ouvrir Mischief. Si tu te rappelles, c'était celui qui me conseillait de scanner le programme avec un antivirus avant de l'installer, qui était très rassurant. Donc là, je le découvre complètement avec toi. Donc tu vois qu'on est sur une interface qui est très épurée, qui est vraiment orientée uniquement dessin, ça se ressent. On vise la simplicité. On a un outil crayon, qui est d'ailleurs vraiment très fin. Et là, tu vois que ce qui est intéressant, c'est ce que j'avais lu sur un site qui le décrivait, c'est qu'en fait, je ne sais pas si on est vraiment sur un fonctionnement en bitmap ou si on est en fait sur un fonctionnement vectoriel, parce que tu vois que je peux vraiment zoomer presque à l'infini. Là, voilà, j'ai atteint le dernier niveau de zoom. En tout cas, je peux zoomer de manière extrêmement impressionnante dans mon painting. Donc ça, c'est peut-être sa particularité à celui-ci. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire niveau brush. Donc 20 pixels, voilà, on va augmenter sa taille. Donc là encore, tu vois qu'on est très limité, hein, 128 pixels, on peut pas aller plus loin. Par contre, vu qu'on est sur une espèce de dessin en vectoriel, finalement,
Est-ce que c'est vraiment grave? Il suffirait de commencer zoomer, ou dézoomer plutôt, non, on commence à peindre zoomer. Et ensuite on peut zoomer à l'intérieur, et de cette manière-là, je pense qu'on peut pallier au manque de taille du brush, puisqu'au final, ici la taille semble être complètement vectorielle. Par contre, est-ce qu'on a une gestion de la pression? Oui, on en a une ici. Donc ça veut dire qu'on peut mélanger les couleurs entre elles. Bingo, jackpot. Donc là, on va, voilà, comme tu l'as vu, j'ai le sélecteur de couleurs. Voilà, je peux glisser des couleurs ici dans une petite palette que je peux me créer. Ça m'a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors, au niveau des calques, ici, j'en ai plusieurs, donc ça, c'est pas mal. Si je viens double-cliquer ici, je peux changer le nom. On peut changer l'ordre. Ok, je peux simplement agrandir. Ah, d'accord, c'est juste agrandissement. Donc là, je peux agrandir un calque. Donc si je vais sur celui-ci, là, par exemple, je vais pouvoir le déplacer. C'est vraiment bizarre comme fonctionnement, mais pourquoi pas. Et là, si je veux, je peux maintenant le dézoomer en allant là-dessus. Voilà. Et si je vais là, je peux le déplacer. En fait, finalement, c'est un petit peu une sélection d'outils ici. C'est juste un peu étrange, un peu déroutant que ce soit sous les calques. Là, on va pouvoir faire des rotations. Il semblerait. J'ai aussi, bien sûr, une gomme qui est disponible. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Ensuite, on a la pipette ici, qui va nous permettre de sélectionner des couleurs. Sinon, c'est avec la touche Alt, un petit peu comme sur Photoshop. La gomme, c'est bien le raccourci E. Avec ça, on va pouvoir faire, donc, apparemment, des lignes droites. Avec ça, je vais pouvoir faire des cercles, ok, super, c'est très instinctif. Avec ça, je peux faire des sélections. Malheureusement, j'ai pas de lasso polygonal ou de cercle. Ici, tu vas voir que je vais pouvoir faire varier l'opacité du fond. Donc tu vois que lorsque je le baisse, j'ai ma fenêtre Chrome qui est juste derrière qui devient apparente. Donc ça peut être intéressant si jamais tu veux décalquer quelque chose ou peut-être, pourquoi pas. Donc là, on a l'outil Zoom, outil de déplacement classique, rotation de tout le canevas. Et voilà, donc je comprends mieux pourquoi est-ce que finalement les outils ont été dupliqués ici pour les calques. C'était si jamais on ne voulait l'appliquer qu'un seul calque. Ensuite, ici, on a des pins. Donc ça va nous permettre de faire quoi, ça? Ok, ça nous permet de rajouter des trucs. Bon, alors ça, je t'avoue que je sais vraiment pas à quoi ça sert. Et franchement, j'ai pas trop envie de chercher parce que je vois pas l'intérêt là tout de suite. Donc dans Edit, on va pouvoir refaire un reset de notre document. On va pouvoir faire des flips horizontaux, ça c'est très bien par contre. C'est déjà de base présent. Ensuite on a des choses assez classiques, des copier-coller, on peut créer des calques, faire des flips, etc. Et grosso modo, j'ai déjà fait le tour de ce que nous propose Mischief. Pour faire très simple, pour faire du digital painting, clairement il est incomplet, ça ne suffira pas. D'ailleurs, j'ai voulu tester de glisser un JPEG dedans, que ce soit par exemple une photo, un morceau de digital painting, pour faire du texturing ou du photobashing, et ce n'est pas possible. Donc là, on est très limité. Au niveau des brushes, c'est pareil, on est super limité. On a uniquement les formes rondes qui sont ici. Voilà, avec quelques réglages d'opacité et de taille et de dureté. Et c'est absolument tout. Et je pense que cela est sûrement lié à sa spécialité qui est d'être en fait vectoriel. Donc on peut zoomer dedans à l'infini. Donc finalement, celui-ci, c'est pas vraiment un outil de digital painting à proprement parler, c'est plutôt un outil de dessin vectoriel. Disons qu'il est un peu entre les deux. Mais pour ceux qui sont fans de vectoriel ou qui ont envie de travailler sur des documents vraiment immenses et de pouvoir zoomer dedans, après tout, pourquoi pas? En tout cas, moi, en tant qu'utilisateur averti, je ne vais pas retrouver mon compte ici. Cela dit, c'était une découverte intéressante. Alors, on passe maintenant à Medibang Paint Pro. Et on va faire un nouveau document. Voilà, on va faire en 3000 par 2000. Donc là, on est sur un programme qui est vraiment destiné avant tout à ceux qui sont intéressés par le manga. C'est vraiment ça la cible. On retrouve en tout cas ici la palette de couleurs, les outils classiques, donc sélection, pinceau, déplacement, pot de peinture, le lasso, baguette magique, les outils texte et compagnie, voilà. Donc des choses assez classiques. Voilà, donc lorsque je maintiens Shift, je peux faire des traits droits, j'ai la pipette avec Alt. Donc tout ça on connaît. Ici on peut changer la taille du pinceau, on peut voir que l'opacité est tout de suite prise en compte, ce qui est un bon point. Ensuite ici on a des masques, on a aussi un système de calque. D'ailleurs ils ont appelé les calques des masques, d'accord. Sûrement une erreur de traduction à mon avis. Ensuite si on va dans couleur, donc là on a quelques petites choses, quelques petits réglages qu'on va pouvoir faire. On a ensuite ici des outils d'alignement, donc là tu vois. Donc là, tu vois qu'on peut faire tout de suite une grille de perspective.
Et là, tu vois, exactement comme sur Sketchbook juste avant, mon pinceau va suivre les lignes de fuite. Donc là, pour un programme qui, tout comme Clip Studio Paint d'ailleurs, est vraiment orienté pour le manga, c'est un type d'outil qu'on retrouve de manière assez évidente, assez classique. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. On peut faire ces grilles, d'ailleurs je crois qu'on peut faire aussi, voilà, comme tu vois, d'autres types de grilles. Si maintenant je vais faire par exemple juste des traits en gris, je peux faire que des traits aussi, voilà, de manière oblique, pardon. On peut faire aussi plus que des cercles. Ça, logiquement, ce repère, je devrais pouvoir le déplacer. Par contre, je ne sais pas comment c'est, mais en tout cas, c'est assez intéressant. On a ici un outil plume. Voilà, donc là, tu vois, je me suis créé une espèce de repère. Donc c'est un petit peu comme l'outil ellipse qui était juste avant, tu vois. Donc je viens là-dessus. Voilà, pardon, je reviens ici. Je le déplace, je l'agrandis. Bon, par contre, cette fenêtre est assez horrible, hein. Elle est vraiment pas très belle. En tout cas, tu vois que je peux, là aussi, la tourner, l'écraser, etc. Donc en tout cas, ça c'est hyper intéressant de remarquer que dans Aligner, on va retrouver tous nos repères de guide tels que je te les ai présentés juste avant. Cela dit, c'est par contre moins instinctif que dans Sketchbook. J'ai une grosse préférence pour Sketchbook où vraiment tout était compris tout de suite immédiatement. Ensuite, on retrouve ici, et ça c'est vraiment très bien, tous les filtres qui vont permettre de modifier les calques, donc teinte, saturation, flou gaussien, lens flare, motion blur, donc tous les types, on va dire, de flou qu'on peut trouver. Par contre, je n'ai pas de courbe, si courbe de ton, voilà, c'était simplement traduit un petit peu bizarrement, mais donc j'ai bel et bien des outils de courbe, qui sont donc des outils très puissants et pour moi indispensables en digital painting. Si du moins, encore une fois, on veut en faire un petit peu sérieusement, on peut même créer des aberrations chromatiques assez rapidement, donc ça c'est vraiment sympa. Tu peux voir ensuite dans les autres panneaux que là on peut rapidement changer la taille du pinceau. Voilà, tu vois que là par exemple je peux aller jusqu'à 1000 et j'ai l'impression qu'encore une fois c'est la taille la plus grande qu'on puisse avoir effectivement. Donc là encore c'est un programme, on ne peut pas aller au-delà de 1000 et d'ailleurs je pense qu'avec des formes un peu complexes, il doit commencer à galérer un petit peu. On va changer la couleur. Voilà, on va prendre du vert ici. Donc tu vois que ça fonctionne relativement bien. Donc là j'ai différents types ici de pinceaux. Voilà, différents effets. Alors là, la présentation, par contre, est vraiment complètement pourrie, hein. On n'a pas du tout, par exemple, ici, de miniature qui permet de voir quelle va être la forme du brush ou quel va être son effet. On est vraiment obligé de cliquer là et ensuite de le regarder là-haut. Donc ça, c'est pas super. Celui-là, d'ailleurs, il est bien kitsch. Rotation Symmetry. Ok, donc un brush qui fonctionne simplement de manière symétrique. Pourquoi pas ? C'est assez amusant, on peut changer ici le nombre de lignes, donc c'est un peu mieux je pense d'utiliser plutôt un outil de guide, quoique je n'ai pas vu de symétrie dans ce programme-là. Tu vois que j'ai du radial, du cercle, les parallèles, ouais, mais je n'ai pas trouvé de symétrie. Donc toi, si jamais tu l'utilises et que tu le connais, n'hésite pas à me dire en commentaire si il y a un outil de symétrie. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc là on a le soft brush classique, ici on va avoir du watercolor. Voilà, autrement dit, un effet un petit peu aquarelle. D'ailleurs, est-ce qu'on a du mélange de couleurs? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'on ait du mélange de couleurs. C'est un peu dommage. Peut-être que je l'ai pas trouvé. Remplir les couleurs. Si, attends. Donc quand c'est à fond, ça mélange pas. Et quand je le désactive, ça mélange. Ok, donc c'est finalement disponible. J'ai juste parlé un peu trop vite. On va tester ça un peu mieux. Et là, logiquement, je devrais tout pouvoir les mélanger. Voilà. Alors ça marche moins bien, je trouve ça un peu moins puissant, moins plaisant en termes de sensation que sur les autres qu'on a vus précédemment, comme Sketchbook ou Krita. Mais en tout cas, ça fonctionne. C'est présent et on a ce qu'il faut. Alors a priori, on peut ajouter des brushes, on peut en charger. Donc je ne sais pas par contre si celui-ci permet d'ouvrir les brushes Photoshop. Je me permets d'en douter, mais après tout, on ne sait jamais. En tout cas, on peut en charger, en ajouter, en enregistrer comme dans tous les autres. Ça, je ne l'ai pas dit à chaque fois, mais c'est voilà, c'est assez classique. Voilà, à part ça, comme pour tous les autres, hein, tu vois qu'on peut modifier l'interface, etc. Donc là, je pense qu'un petit peu tous les programmes se copient les uns les autres et se repiquent les bonnes idées les uns chez les autres. Voilà, en tout cas, pour ce programme-là, j'ai fait le tour. Il est assez intéressant, sincèrement, il n'est pas trop mal. J'ai quand même une préférence... encore et toujours pour Krita que je trouve un peu mieux foutu. On voit par exemple les formes de pinceau tout de suite. On a aussi plus de réglages de pinceau. Là, si je clique, tu vois qu'à chaque fois, j'ai pas 1 million de réglages disponibles. Ou alors, je les ai pas trouvés, mais
On a aussi un outil de palette de couleurs. Je le précise pour ceux que ça peut intéresser, mais là encore, c'est quelque chose d'assez classique. On a ici une fenêtre de référence. Ça, par contre, c'est pas mal. Tu vois qu'on a un petit espace ici dans lequel on peut charger une image. Donc, on va appeler une référence, hein, justement. Par exemple, une pose de personnage. On va pouvoir la placer ici. Cette petite fenêtre, on va pouvoir la placer où on veut. Donc, imagine-toi que la photo est dessus. Et on va ainsi pouvoir dessiner en utilisant la référence. Donc, tout ça pour dire qu'il est quand même pas mal. Sincèrement, pour un programme gratuit, je le trouve aussi être une alternative très intéressante à Krita ou Sketchbook. Il y a notamment tous les guides ici qui sont, encore une fois, assez vite trouvés, un peu moins instinctifs que dans Sketchbook, notamment pour réussir à déplacer les origines. J'ai pas réussi à trouver comment faire. Donc cela dit, hein, je ne me suis pas amusé à faire une recherche Google, à chercher des tutos ou à aller chercher dans l'aide. Je suis persuadé qu'on peut le faire. C'est simplement que là, je ne l'ai pas trouvé. Donc pour conclure, il est très bien, il a des points forts. On a aussi d'ailleurs ici, tu vois, les modes de fusion sur les calques. Donc il a à peu près les mêmes choses que les autres programmes, à part peut-être un moteur d'édition de brush qui m'a l'air d'être beaucoup moins poussé. En tout cas, pour un logiciel gratuit, il fait parfaitement son job. Pour des gens qui vont vouloir faire principalement de la bande dessinée ou du comics, là encore, il va être très très bien. Ce sera peut-être même le meilleur choix avec Sketchbook. Et Krita sera peut-être un peu mieux pour du concept art ou de l'illustration. Ok, maintenant on a gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'était un petit peu la petite surprise que je voulais te réserver. Il s'agit de Alchemy ou Alchemy, mais je pense que ça se prononce plutôt Alchemy. Alors celui-ci est un logiciel qui est fait à la base pour les concept artists, pour le digital painting, mais n'est pas vraiment fait pour faire des images finies. Tu vas tout de suite comprendre. Donc lorsque je passe la souris vers le haut, tu vois que là j'ai des outils qui apparaissent, hein, sinon j'ai simplement cet écran blanc. Et lorsque je peins, donc là tu peux voir que je fais simplement un trait. D'ailleurs tu peux voir que c'est pas spécialement fluide, hein, tu vois que il n'y a vraiment aucun lissage, on voit un petit peu de crénelage, c'est pas terrible, mais c'est pas là que se trouve sa forme. Donc là, comme tu le vois, je peux aussi peindre ou dessiner avec l'outil lasso. Voilà, c'est de manière ultra simplifiée, on va dire. Ici, je peux changer la couleur. Donc là, tu vois que c'est d'ailleurs assez austère, hein, c'est pas super beau, c'est pas son but. Voilà, ouf, je sais même pas comment j'ai fait ça. J'ai changé la couleur de fond sans le vouloir. Si je reviens là-dessus, je devrais pouvoir la remettre en blanc. Voilà, on va mettre un gris un peu moins agressif pour les yeux. Voilà. Donc là déjà tu vois qu'on n'est pas du tout sur le même fonctionnement que des logiciels classiques, hein. Tu vois qu'on est sur quelque chose où il n'y a pas de système de calque, on n'a pas vraiment de brush, et tu vas comprendre où est son intérêt. Et son intérêt, il est ici. Ce sont dans les formes, dans les shapes qu'on va pouvoir créer. Et c'est pour ça qu'il est super fun à utiliser. On va essayer par exemple avec celui-là. Donc là tu vois qu'on a les formes de lasso. Ok, je t'ai montré ça. Maintenant on va aller sur Make Shapes, ici. Donc là, tu vois que maintenant, plus je passe dessus, plus je vais avoir des formes aléatoires comme ça, des formes de micro, comme le dit la forme, Make Shape, qui vont se créer. Je vais pouvoir changer de couleur. Hop, on va prendre ça. Et on va prendre la suivante. Là, on est sur Speed Shapes. Donc là, qu'est-ce que c'est? Eh ben, tu vois qu'on a encore une fois des formes qui vont se faire de manière assez aléatoire. On va changer, on va prendre le suivant, X Shape. Donc là, cette fois-ci, je vais faire en jaune. On va faire des formes, comme tu le vois, qui vont être, je ne sais même pas comment les décrire, mais qui vont être en tout cas très dures, très nettes, à partir de lignes droites. On va continuer, on va mettre Type Shapes. J'ai vraiment l'impression d'être un artiste contemporain lorsque j'utilise ce programme, c'est génial. Donc là, tu vois que je peins en fait avec d'autres shapes. Alors on commence à plus rien voir. Est-ce que je peux créer un nouveau document? Voilà. Oui, je vais m'en débarrasser. J'ai maintenant encore d'autres trucs. Donc là, tu vois que... Alors là, tu peux pas vraiment comprendre si tu regardes, mais... Le brush ne suit pas exactement ce que je dessine. C'est-à-dire que si maintenant je fais juste un cercle, là, je suis en train de faire des ronds sur ma tablette.
et tu vois que je fais pas du tout des ronds sur le programme. Je suis en train de faire des espèces de trucs un peu bizarres. Donc ça, c'est vraiment assez amusant. On a quoi ensuite comme comportement qui reste? On a les trace shapes. Alors qu'est-ce que ça fait ça? J'arrive même pas à voir ce que ça fait. Ah, d'ailleurs, il est en train de bugger. C'est intéressant que tu vois ça. Parce que, justement, Alchemy est connu pour sa grande instabilité. Donc, des bugs, il va y en avoir. Des crashs, il va y en avoir. C'est pour ça que je te l'ai vraiment mis comme un bonus à la fin. Un petit truc marrant à tester. En tout cas, là, j'arrive à rien. Je vais le fermer et le rouvrir. Eh ben, ma foi, je n'arrive même pas à le fermer. Voilà, c'est une première. Voilà, même si je passe par le gestionnaire des tâches, je n'arrive pas à le fermer. Il va falloir que je redémarre mon ordi, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, tu as compris, je pense, dans les grandes lignes, le principe d'Alchemy. Évidemment, après, tu peux enregistrer tes magnifiques gribouillis en JPEG. Et c'est notamment un programme qui va être très intéressant lorsqu'on veut faire des créations à partir du chaos. Ça veut dire qu'on va commencer en faisant des formes un peu abstraites et peut-être qu'en mélangeant les formes, les couleurs, eh ben, on va commencer à lire quelque chose dans l'image. Il y a une composition qui va se dessiner et là, on va ensuite venir, par exemple, sur Photoshop ou sur Krita et on va nettoyer un petit peu ce qu'on a commencé à faire. Donc en soi, c'est plus un jouet, un truc pour s'éclater un petit peu ou pour commencer une image lorsqu'on n'a pas d'idée, qu'un vrai logiciel de création d'images, évidemment. Et dernière petite information, c'est un petit programme qui est tout léger, il n'y a même pas besoin de l'installer, il faut simplement télécharger le petit dossier, le mettre quelque part sur son ordi, et hop, on peut l'ouvrir. Et histoire que tu saches, si je ne me trompe pas, ce programme est disponible sur Internet gratuitement depuis très très longtemps. Je crois qu'il a au moins 10 ans. En tout cas, depuis aussi longtemps que je fais du painting, je crois qu'il existe. Donc en tout cas, merci à son concepteur de l'avoir laissé en libre disposition. Et d'ailleurs, j'en dis tout autant aux autres. Alors, pour conclure, il y avait du bon et du moins bon. Mais en tout cas, il y avait quelques très belles surprises. Alors, en tentant d'être objectif, j'en ai pas trouvé un seul qui va vraiment être aussi bon, aussi performant que Photoshop et aussi complet, voire carrément meilleur. D'après moi, c'est pas le cas. Il y a quand même des limitations au niveau, par exemple, des performances. Dès qu'on a vu qu'on est sur des gros documents ou sur des grosses tailles de brush, on a aussi certains outils vraiment très spécifiques qui vont manquer, comme par exemple les courbes de transfert de dégradé ou des choses comme ça, même si c'est loin d'être le plus essentiel. Mais par contre, l'agréable surprise, c'est qu'il y avait aussi des programmes qui avaient des outils qui n'étaient pas présents dans Photoshop. Et j'ai même envie de dire que Photoshop est grave à la traîne sur certains aspects. Donc c'est pour ça que dans cette liste, il n'y a pas de programme qui va me faire quitter Photoshop pour aller sur un programme gratuit. Je reste un professionnel assez exigeant, puis bon, j'ai mes petites habitudes aussi, bien sûr. Donc la très bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé de payer pour avoir forcément Photoshop ou Clip Studio Paint ou tout autre programme pour te lancer dans le digital painting. Il n'y a vraiment que si, selon moi, tu veux te lancer dedans très sérieusement, voire peut-être même devenir artiste professionnel, où là, ça pourrait être pas mal quand même d'avoir un outil qui est plus performant et où tu auras aussi un plus grand choix d'outils, et notamment de brushes téléchargeables ou d'autres choses. Car oui, malgré tout, c'est aussi ça un des avantages de Photoshop. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais fait le choix de baser mes cours dessus. C'est parce que ça reste un standard de l'industrie, ça reste un programme qui est hyper complet, même s'il manque quelques outils de dessin, comme on l'a vu. Et puis surtout, il y a un paquet de ressources dessus, que ce soit des vidéos, des cours, des tutos, des formations, des brushes à télécharger, des scripts, etc. Bref, ça c'était la petite parenthèse pour la comparaison entre un logiciel payant et les logiciels gratuits. Et sincèrement, il leur manque vraiment pas grand-chose. Donc c'est pour ça que, à part si tu es un utilisateur très exigeant, tu devrais trouver ton compte, notamment pour faire tes premiers pas. Alors, le meilleur et le plus complet pour faire du digital painting, voire même du concept art et de l'illustration, sera pour moi Krita. Il est simple à prendre en main, il est super intuitif, il est ergonomique, il est très complet, il permet même de faire du photobashing ou des réglages assez avancés, il a vraiment tout ce qu'il faut. On regrettera juste qu'il ne puisse pas installer de brush Photoshop, en tout cas à l'heure où je le teste, et ça c'est bien dommage. Donc comme je l'ai dit juste avant, deuxième bémol, mais qui est propre un petit peu à tous les logiciels que j'ai pu tester, c'est que les performances ne sont pas forcément excellentes dès qu'on est sur des très gros documents, qu'on a beaucoup de calques, ou alors qu'on veut tout simplement peindre avec des brushes qui ont des réglages un petit peu compliqués ou des très grandes tailles. Ensuite, le meilleur pour faire du dessin pur, notamment de la ligne, comme du line art, si tu fais de la bande dessinée, du manga, du comics, c'est clairement Autodesk Sketchbook. Ça, c'était une très belle découverte, plein de super outils, une simplicité à utiliser qui est assez impressionnante. Et d'ailleurs, au passage, il est aussi disponible sur tablette. Donc, tu peux très bien te faire un setup sur l'ordi et sur ta tablette lorsque tu es en déplacement, lorsque tu as envie de faire des croquis confortablement installés dans ton canapé. Eh ben, tu peux très bien installer cette appli et te faire plaisir. Son gros point fort, c'est vraiment sa gamme d'outils pour le dessin qui sont vraiment très faciles à utiliser, comparé à d'autres qui ont aussi ces outils comme Medibank Pro, mais que j'ai trouvé beaucoup moins intuitifs et pratiques.
Ici, c'est vraiment super bien pensé. Par contre, Sketchbook ne conviendra pas si tu veux faire des grosses illustrations de A à Z ou du concept art. Là, il va être un petit peu trop limité. Vaut mieux l'utiliser pour faire des croquis ou du dessin en line. Le troisième à retenir, selon moi, est Medibank Paint Pro, qui est à la base plutôt orienté manga, mais qui permet de faire à peu près un mix entre Krita et Sketchbook. Donc on a un petit peu tous les outils de réglage ou alors d'import de photos pour faire du texturing, du photobashing, et en même temps on a des outils de dessin qui vont être très utiles pour faire de la bande dessinée ou du manga, ou en tout cas du travail en line art, donc tous les outils de guide, de perspective, etc. Cela dit, c'est pas non plus le plus complet sur tous les aspects, il a pas mal de limitations, il est un peu moins fun à utiliser, j'ai pas du tout aimé sa gestion des brushes, mais voilà. Et d'ailleurs, un peu dans le même genre, il y a Artweaver dans sa version gratuite, qui était pour moi à peu près au même niveau. Et d'ailleurs, je pense que sa version payante peut être potentiellement intéressante. Et enfin, pour le fun, je t'invite vraiment à tester Alchemy. Voilà, je le redis encore une fois, c'est super fun, ça peut te donner des idées si jamais tu es à court d'idées, ou simplement pour découvrir une nouvelle méthode pour créer des images, pour commencer un digital painting. Voilà. Alors je déconseille GIMP qui est clairement à la traîne, son interface est vraiment une horreur à utiliser, c'est pas le plus sympa, en tout cas comparé à Krita ou d'autres. Il y a également SAI Paint Tool que je te déconseille fortement, pour rappel je n'ai même pas réussi à l'installer, je n'ai pas fait plus de recherches que ça parce que les saloperies qu'il a réussi à installer ou qu'il a essayé d'installer sur mon ordi m'ont largement suffi. Donc là je le déconseille fortement, ne serait-ce que pour sa politique justement que je trouve pas très respectueuse en fait envers les utilisateurs, même s'il est gratuit. Ensuite, Mischief et Fresh Paint sont pour moi des programmes qui n'ont pas grand intérêt pour nous, pour faire du vrai digital painting. Je pense que c'est plutôt orienté pour une autre cible, qui a envie de faire soit du coloriage, soit qui recherche un outil de dessin plutôt vectoriel. Voilà. Je rappelle pour conclure que ce n'est que mon humble avis sur ces programmes, c'est mon retour d'expérience que j'ai ressenti. Donc évidemment, je ne prétends pas détenir la vérité universelle. Donc si jamais tu as un autre avis sur un de ces programmes, n'hésite pas à nous en faire part. Au contraire, c'est quelque chose que j'encourage. Avoir des avis divergents peut être très intéressant et enrichissant. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle sera utile. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu et à commenter. Ça aide comme toujours la chaîne à ressortir dans les algorithmes de YouTube et tu auras droit à un petit bisou de Leonardus. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Mais non, Leonardus, faut savoir donner de sa personne, c'est tout. Allez, sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo de l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.